Très heureuse de vous retrouver pour cette émission et dans la dernière ligne droite avant le scrutin des municipales. Bonjour chez vous, entièrement consacré à cette élection. Toute la semaine, des émissions spéciales pour vous faire vivre les derniers jours de cette campagne et toutes les infos près de chez vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, dans cette première demi-heure, c'est Frédéric Dabi qui est avec nous, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. On parlera avec lui de la campagne à Marseille avec un sondage dont il va nous révéler les résultats. On sera également en direct avec Stéphane Beignet de TV Rennes et avec Baptiste Bise de la Nouvelle République pour un point sur la campagne à Poitiers et à Niort. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Pierre Persson, le délégué général adjoint de La République En Marche. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, on va voir que le Brexit a des conséquences sur les conseillers municipaux. Des centaines d'Anglais en faisaient partie, car il est possible pour un Européen d'être candidat au municipal. Et avec le Brexit, eh bien, ces Anglais se retrouvent contraints d'abandonner leur mandat. Et puis dans le club des municipales, on fera un point sur la campagne à Grenoble. Un débat avait lieu hier entre les candidats en partenariat avec Télé Grenoble et Public Sénat. Et puis on ira à Toulouse et à Toulouse avec nos partenaires de la Dépêche. On fera un point aussi sur la campagne à Albi et on ira également à Caen avec nos partenaires des radios. Mais avant ça, voici les principales informations de ce mercredi 11 mars. Nous sommes au tout début de l'épidémie. Déclaration d'Emmanuel Macron alors que le coronavirus touche désormais 1784 personnes, dont 33 décès et 33 personnes en sont mortes. Christophe Castaner a envoyé des instructions hier aux maires sur le scrutin municipal. Il recommande aux électeurs de venir avec leur propre stylo pour émarger. Et puis l'Union européenne débloquera cette semaine 7,5 milliards pour lutter contre ce virus. Les réquisitoires sont tombés dans le procès Fillon. Le parquet national financier requiert 5 ans de prison, dont 2 fermes et 10 ans d'inéligibilité contre l'ancien Premier ministre, ainsi que 3 ans de prison avec sursis contre Pénélope Fillon. 375 000 € d'amende sont également requis contre chacun des 2 époux. Et puis ce jour marque la première journée d'hommage national aux victimes du terrorisme voulue par Emmanuel Macron. Elle a lieu de façon symbolique le même jour que la journée européenne des victimes du terrorisme. Une cérémonie aura lieu cet après-midi à 16h15 au Trocadéro en présence du chef de l'État. Et on débute donc avec notre sondeur du jour. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Merci. directeur général adjoint de l'IFOP. On va commencer avec votre sondage à Marseille, sondage IFOP pour la Provence, CNews et Sud Radio. On va voir ensemble les résultats et d'abord les résultats de ce premier tour. C'est un sondage Marseille global. Tout à fait. Je le précise, alors qu'à Marseille, on vote par secteur. On verra tout à l'heure un des secteurs d'ailleurs. Mais sur ce sondage Marseille global, on va donc voir les résultats, Frédéric. Et c'est Martine Vassal, la candidate des Républicains, qui est en tête. Oui, 24% d'intention de vote, c'est un score intéressant, mais il y a un mais. D'une part, le Rassemblement national est à un niveau très élevé, quasiment à son étiage de 2014 et à un point du score de Marine Le Pen en 2017. 24-22, c'est dans la marge d'erreur. Et vous le disiez, Oriane, on est sur une élection qui est régie par la loi PLM. Il y a 8 secteurs, 24-22, ça veut dire qu'il y a des secteurs où Stéphane Ravier est nettement en tête. Deuxièmement, on sait très bien que dans toute élection, quel que soit le lieu, la division constitue un danger presque mortel et la droite est fracturée. La droite est divisée puisque Martine Vassal a face à elle un candidat d'hiver droite, Bruno Gilles, qui obtient 10%. 10%, il est en situation de se maintenir au second tour. Bien sûr, une alliance est possible, mais il peut rester des traces. Et puis, dans ce sondage, ce qui frappe, c'est la division de la gauche. La fin de l'ère Gaudin aurait pu donner aux Marseillais, dans le contexte d'une fin de mandat extrêmement difficile avec ce qui s'est passé rue d'Aubagne, notamment l'envie de gauche. Ce n'est pas le cas. Le printemps marseillais arrive certes en tête, mais la gauche est fracturée entre le printemps marseillais, Samia Ghali qui tangente les 10%, c'est un score intéressant pour elle, ça veut dire qu'elle est sans doute en tête dans son secteur, et 10% pour les écologistes. On a un paysage marseillais fracturé, mais quand même avantage pour Martine Vassal, qui doit jouer entre un équilibre entre l'héritière de Jean-Claude Gaudin, mais également quelqu'un qui va être en rupture avec lui. Elle y arrive, elle parvient à rassembler 2 tiers de l'électorat Fillon, presque 2 tiers de l'électorat Jean-Claude Gaudin, mais elle est clairement gênée
par cette dissidence. Alors justement, voilà pour le panorama général. On va rentrer dans les détails avec vous, Frédéric. On va commencer par Martine Vassal, vous le disiez, c'est elle qui est en tête dans ce sondage, mais elle paye le prix de la division. C'est ce que vous avez dit. Bruno Gilles est à 10%, le candidat dissident. Est-ce que clairement, vous le voyez dans l'électorat, Bruno Gilles pénalise clairement Martine Vassal? Oui, je crois qu'il capte un électeur Fillon sur 5, un petit peu moins de 17% d'électeurs Jean-Claude Gaudin. La division, c'est un danger mortel. La division, c'est quelque chose qui peut pénaliser la droite dans un contexte compliqué. Alors certes, la droite a plutôt le vent en poupe à l'échelle nationale, puisque dans la plupart des villes, elle va conserver ses sortants. Les municipales, c'est des élections de la stabilité, où on a tendance à reconduire les sortants. La situation est différente dans les villes où le maire ne se représente pas. Et surtout, Jean-Claude Gaudin, l'époque Jean-Claude Gaudin est maintenant terminée. Il était maire depuis 1995, il était candidat contre Defferre en 1983. C'est quelqu'un qui a 50 ans de vie politique marseillaise. Et c'est clair que la fin de mandat s'est plutôt mal passée. Et la droite peut perdre Marseille aujourd'hui ? Sur la base de ce sondage, je pense que par secteur, ça devrait passer. Le Rassemblement national peut être plus haut que ce qu'il est. Je répète, 24-22, on est dans la marge d'erreur. On sait très bien, parlons extrêmement franchement, que souvent le Rassemblement national, notamment dans le Sud, est un petit peu sous-estimé. En 2014, il avait été sous-estimé de quelques points. En tout cas, sur la base de ce sondage, Stéphane Ravier garde à coup sûr ou presque son secteur. Il a une chance d'être bien placé dans un second secteur parce que la différence aussi par rapport à 2014 et 2008, c'est que ce qui était la règle dans les configurations de second tour, c'est-à-dire le duel, va devenir l'exception. Sur la base de ce sondage, il y a tout simplement 5 listes en situation de se maintenir au second tour. Il faut avoir 10% des exprimés. Samagali à 9 et tangente également la barre des 10. Et c'est vrai qu'un sondage IFOP fait pour les Républicains au mois de décembre donnait Martine Vassal seule autour de 30%. Voilà, 24%, c'est plus compliqué. Pour autant, elle est dans une dynamique et elle fait la course en tête. Contrairement à Stéphane Ravier, qui lui est peut-être moins dans la dynamique, il stagne, Stéphane Ravier, dans les intentions de vote ? Je ne parlerai pas de stagnation. Dans une enquête de mon confrère Ipsos, il était autour de 20 ou 21%. Pour la Provence, c'était au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Clairement, la thématique de la rupture, la thématique d'une nouvelle page pour Marseille, le nom de cette liste, c'est « Retrouvons Marseille ». Après, je le répète, une fin d'ère Gaudin est extrêmement compliquée. J'ai des enquêtes de l'IFOP qui montrent que sur les grands indicateurs, Marseille est 10 points en dessous de la moyenne nationale. Une enquête de l'IFOP pour la Marseillaise montrait que presque un jeune sur deux souhaitait, s'il avait la possibilité, un jeune sur deux Marseillais quitter Marseille. Voilà, on est sur une période très compliquée où il n'y a pas de sortant. Jean-Claude Gaudin ne se représente pas. Martine Vassal peut être vue comme l'héritière. Et ça la pénalise, ça, d'être vue comme l'héritière ou pas dans les intentions de vote ? Sur la base de ce sondage, on verra sur le secteur de Jean-Claude Gaudin, plutôt pas. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut jouer sur 2 leviers. L'attachement, malgré tout, presque nostalgique des Marseillais à la figure de Jean-Claude, c'est-à-dire 50 ans de vie politique marseillaise, 25 ans maire de Marseille, et puis, clairement, un mécontentement sur des questions de propreté, sur des questions de sécurité, sur des questions de mobilité. Marseille est une ville très très étendue, beaucoup plus que Paris, et la mobilité, en dehors de la voiture, est extrêmement compliquée. Il y a très fortement des sujets de récrimination. Martine Vassal, si elle est vue seulement comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin qui va continuer l'œuvre de Jean-Claude Gaudin, pourrait être pénalisée. Pour autant, elle arrive de manière assez délicate à jouer entre rupture, continuité de l'œuvre Gaudin, ce qui a le plus plu aux Marseillais, l'attractivité de la ville, son développement économique, et puis quand même rupture sur la gestion quotidienne qui très clairement a laissé à désirer. Et vous le disiez, une fin de mandat difficile pour Jean-Claude Gaudin, dont aurait pu bénéficier la gauche, mais vous le dites, la gauche, elle est divisée en 3 listes, et c'est Michel Rubirola qui capitalise devant les écologistes. Oui, le printemps marseillais qui donne une impression d'union de la gauche, il y a le Parti communiste, le PS, Génération. Il a failli avoir la France insoumise, et finalement, Jean-Luc Mélenchon a, si je puis dire, sifflé la fin de la récré. La gauche à Marseille, la gauche de la région Grand Sud, ex-PACA, si je puis dire, est en difficulté. Rappelons qu'elle a disparu du paysage régional aux élections de 2015. À Marseille, il y avait une tentative d'union qui a globalement échoué. Il y a la liste d'hiver gauche de la sénatrice Samia Ghali qui est bien implantée sur quelques secteurs marseillais, notamment le sien. Il y a les écologistes. Ce qui peut surprendre dans ce sondage, c'est le poids relativement ténu des écologistes, puisque dans les grandes villes de France où
tenu par la droite ou la gauche se présente divisée, quasi systématiquement, par exemple à Nice, les écologistes sont devant le Parti socialiste. Là, avec cette union, il y a plutôt un avantage pour le printemps marseillais. Soyons très prudents sur la validité du sondage. On sait qu'entre ces listes, il peut y avoir de la fluidité, il peut y avoir de la volatilité, de l'hésitation jusqu'au dernier jour entre un vote écologiste, un vote printemps marseillais ou un vote Samagali. Et un mot sur La République En Marche, La République En Marche qui est très bas, Yvon Berland à 7% dans votre 7% sondage. Dans une ville qui n'était pas macronienne. Emmanuel Macron a réalisé un score inférieur à sa moyenne à Marseille en 2017. C'est le problème qu'ont la plupart des prétendants d'En Marche. C'est-à-dire que quand on regarde les déterminants du vote, d'une manière générale, dans une grande ville municipale, ces déterminants reposent sur un triptyque bilan, programme ou projet, incarnation, c'est-à-dire personnalité. Par définition, M. Berland n'a pas de bilan puisqu'il n'est pas sortant. Le programme, le projet, c'est difficile de l'imposer dans cette drôle de campagne qui a peiné à mobiliser les électeurs, effet coronavirus, effet réforme des retraites, etc. Et puis, l'incarnation, ce n'est pas quelqu'un qui est très connu des Marseillais. Ce problème, on le retrouve dans toutes les villes où, la plupart du temps, le score de la liste République En Marche, quand elle ne soutient pas un maire sortant comme à Toulouse, comme à Beauvais ou ailleurs, est souvent de 2 fois inférieur, voire 3 fois inférieur au score présidentiel d'Emmanuel Macron. Clairement, parce que le vote En Marche repose sur un vote d'étiquette, un vote de marque partisane, ce que n'est absolument pas le scrutin municipal. Clairement, à Marseille comme ailleurs, ce sera sans doute très, très compliqué pour LREM. Allez, on va regarder ensemble les résultats du second tour, résultats de votre sondage, Frédéric. Même si c'est compliqué, le second tour encore plus à Marseille avec ces secteurs. Quelle analyse vous faites de ces résultats du second tour? Alors, je vais être extrêmement prudent, puisque bien sûr, vous le disiez, c'est un vote par secteur. Il y aura 8 seconds tours, sans doute, au soir du vote, même si des secteurs peuvent passer au premier tour. Je n'en vois pas. En 2014, le secteur de Jean-Claude Gaudin était passé, et encore de très peu, dès le premier tour. Et puis, quand on pose une question de premier tour, nous mettons, avec IFOP Fiducial, les habitants en situation de vote. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour. Sur un second tour, il manque par définition une donnée essentielle, la connaissance des résultats du premier tour. Imaginons une poussée plus forte que prévue du Rassemblement national, un écart Bruno Gilles, Martine Vassal plus fort que prévu. Tout ça peut changer la donne. Là, je dirais à plat, le second tour plaqué ou à l'issue du premier tour donne une victoire pour Martine Vassal qu'on imagine en alliance avec Bruno Gilles. Mais la gauche, si elle se réunit, peut réussir un score élevé. Mais on sait très bien... Et les électorats peuvent suivre, aussi bien Bruno Gilles peut suivre Martine Vassal, que les électorats de gauche peuvent se mêler aussi. Vous savez, il peut y avoir des traces de la campagne difficile du premier tour, mais le second tour répond aussi à un impératif. Pour les électeurs de droite, et ceux de Martine Vassal et ceux de Bruno Gilles sont assez proches sociologiquement, c'est éviter que la gauche reprenne le contrôle de la ville. À gauche, c'est tourner la page de l'ère Gaudin, mais il peut y avoir de la déperdition. Dans son sondage, on voit qu'une petite partie de l'électorat écologiste choisit Martine Vassal. On voit que la République En Marche se fracture complètement et elle choisit davantage Martine Vassal que la gauche, qui explique cette avance pour Martine Vassal. Allez, on va se focaliser sur un secteur. C'est le secteur numéro 4, c'est le secteur de Jean-Claude Gaudin dont vous avez parlé, 6e et 8e arrondissement de Marseille, avec votre sondage paru ce matin dans la Provence, et Martine Vassal qui est largement en tête. Oui, alors c'est le secteur historique de la droite, c'est le secteur de Jean-Claude Gaudin. Il avait été majoritaire en 2014. Et là, voilà, le rapport de force global change sensiblement. Martine Vassal arrive nettement en tête, 37%. Elle fait le plein de l'électorat de droite. Elle relègue Bruno Gilles à 31 points versus 14 sur notre sondage IFOP Fiducial Marseille Global. Alors, c'est un très bon résultat, mais elle n'arrive pas, du fait de la division, à l'étiage de Jean-Claude Gaudin. On voit très bien les traces qu'on essaie, même dans un secteur acquis à la droite, ce mandat très compliqué, ce dernier mandat très compliqué de Jean-Claude Gaudin. La gauche tient le choc, mais elle est potentiellement en recul par rapport à notre enquête sur Marseille Global. C'est plus équilibré entre le printemps marseillais et Debout Marseille, la liste Europe Écologie Les Verts. Et puis... Sur égalité. Et maigre, si je puis dire. Non, ils ne sont pas égalité. Oui, pas égalité. 16 égalité avec pour le le Rassemblement national. 12 pour LR. Le Rassemblement national, dans cette terre de droite, est nettement en deçà de son score global. Et c'est Yvon Berland qui est très loin, qui est dans le même secteur que Martine Vassal. Exactement, c'est, si je puis dire, son secteur. Voilà, on voit très bien, il fait mieux que son score global. 10%, il peut, entre guillemets, négocier un ralliement où il peut se maintenir pour le second tour. On voit très bien, même dans son secteur, la vraie difficulté pour LREM d'exister à Marseille.
Allez, on va faire très rapidement, Frédéric, un mot sur Montpellier, hein, l'autre ville du Sud. Montpellier, là aussi, vous avez fait faire un mot sur cette ville, c'est très un compliqué. sondage IFOP, et c'est un sondage qui révèle beaucoup de surprises, hein, avec Philippe Sorel, qui n'est pas le maire sortant, hein, Philippe Sorel, dont l'élection n'est pas acquise. Hein. Alors, j'avais qualifié cette ville de ville la plus incertaine de France en termes de situation. C'est une ville qui cumule de manière, je dirais, amplifiée, tout ce qu'on voit dans les grandes villes. L'éclatement de l'offre électorale, il y a, je crois, 13 listes. Une fracturation tous azimuts. Il y a tout simplement 3 listes écologistes, alors que le total écologie fait 20. Et puis, vous le disiez, Oriane, il y a le maire sortant qui est à un niveau extrêmement bas. Il n'y a pas d'autre ville où un maire sortant est en dessous de 20. Et il est peut-être au niveau de 20 avec la marge d'erreur. En tout cas, il est en difficulté. Et puis, il y a des acteurs, si je puis dire, iconoclaste. Il y a un comique, Rémi Gaillard, qui tangente les 10%, qui fait mieux qu'En Marche, 4% seulement pour le député Vignal, qui fait mieux que LR. Et puis, il y a cette personnalité très connue dans le monde économique et sportif, Moed Altrad, qui apparaît aujourd'hui comme le seul opposant dépassant 10% à Philippe Sorel. Quand on voit un tel éclatement sur le premier tour, prudence, il peut y avoir une volatilité terrible entre les listes, et quid des configurations de second tour, puisqu'il y a 6-7 listes qui tangentent ou qui dépassent les 10%. Voilà, donc Montpellier à suivre, hein, l'une des villes les plus indécises de France, c'est vous qui le dites, Frédéric. Allez, on va aller à Rennes, on va retrouver nos partenaires des télés locales, on va retrouver Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup merci d'être avec nous ce matin, Stéphane, directeur de l'information de TV Rennes. Et Stéphane, vous avez organisé hier soir un débat entre les candidats à la mairie de Rennes. Alors comment s'est passé ce débat et est-ce qu'il peut faire bouger les lignes à 5 jours du premier tour ? Alors, c'était un débat qui était très intéressant avec 7 candidats, des candidats que vous connaissez. Oriane, nous avions débattu le 17 janvier dernier. On avait essayé de placer avec Ouest France ce débat sur une ville propre, verte et sûre. Très rapidement, le débat s'est orienté en direction des transports. Vous le savez, Rennes attend sa 2e ligne de métro, la ligne B qui sera inaugurée le 21 décembre prochain. Et très vite, la question des portillons de sécurité s'est invité. Le premier à réagir, c'est l'élu EELV vert Mathieu Teurier, qui lui a complètement réfuté cette notion de portillon. Il veut vraiment laisser complètement libre cours pour rentrer dans le métro avec une gratuité. Il dit que c'est contradictoire avec cette volonté de développer les transports en commun. Réaction de la maire sortante PS Nathalie Appéré. Elle dit que c'est avant tout une justice sociale. Elle souhaite dans ce futur mandat proposer une véritable révolution des transports en donnant la gratuité aux moins de 12 ans, en proposant des tarifs adaptés, mais elle dit que supprimer la billetterie ne permettrait plus de développer encore et encore les transports en commun à Rennes, et on sait que la rocade tous les jours est congestionnée. Le candidat de la droite et du centre droit, Charles Compagnon, lui, a été très clair. Il dit ne pas payer, c'est de la fraude. Pour la candidate La République En Marche, Carole Gordon, gênée un peu aux entournures, oui aux portillons, mais elle a juste demandé mais pourquoi ces portillons n'auraient pas pu les installer plus tôt. Enfin, la candidate de la France Insoumise, Enora Le Pape, alors elle veut une gratuité totale, ce qui a provoqué un peu une réaction assez vive de la maire de Rennes, Nathalie Appéré, qui lui a vraiment dit que ce serait complètement contradictoire avec cette politique de développement du transport sur l'agglomération rennaise, parce que là, on sait qu'il y a vraiment de très très fortes attentes en matière de transport. Donc, hier encore, le transport s'est invité dans les débats. Alors Stéphane, à Rennes, il y a un match à gauche entre Nathalie Appéré et Mathieu Teurier, le candidat des écologistes. Est-ce que Nathalie Appéré aura suffisamment d'avance au premier tour pour pouvoir partir seule au second? Et est-ce que l'alliance avec les Verts, elle est acquise? Alors, l'alliance avec les Verts a été annoncée entre le Parti socialiste et les Verts. On sait qu'il y avait eu des accords déjà il y a 6 ans. On le voit d'ailleurs dans les débats. Ce sont les 2 candidats qui maîtrisent le mieux les dossiers, qui maîtrisent le mieux les chiffres. Ils sont aux affaires ensemble. Mais il y aurait des concessions à faire. Alors, on n'a pas de sondage sur Rennes, contrairement à certaines autres villes de France. On entend parler que la différence serait assez importante. On parle et on entend parler de 10 points d'écart en faveur de la maire sortante, Nathalie
Appéré devant les Verts, ça pourrait peut-être conduire la maire à y aller seule. C'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est la grande question. Car si vraiment alliance il y a entre Nathalie Appéré et Mathieu Torier, le match sera vraiment plié parce que les deux autres candidats semblent vraiment très très loin dans les intentions de vote. C'est Charles Compagnon d'un côté et puis bien sûr Carole Gandon. C'est vraiment la clé du scrutin, la réponse dimanche soir avec peut-être des tractations comme il y a 6 ans qui avaient été vraiment âpres, mais ils avaient réussi à faire l'union entre les forces de gauche et le Parti socialiste et les Verts. Et vous viendrez nous raconter ça lundi matin, Stéphane. Vous serez dans notre émission spéciale résultat du premier tour. Merci Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Un mot sur Rennes. Rennes, ça fait partie de ces villes gérées par le Parti socialiste avec des maires de gauche, mais qui sont talonnés par les écologistes. Voilà, en tout cas, il y a un match entre le PS et Europe Écologie Les Verts. C'est le cas à Rennes, bien sûr. C'est le cas à Nantes avec Johanna Roland. C'est le cas à un degré moindre à Paris. C'est vrai que dans et à la Lille plupart... avec Martine Aubry. Et à Lille, bien sûr. Dans la plupart des cas, le maire ou la maire PS arrive à contenir la poussée d'Europe Écologie Les Verts. En 2014, il y avait eu 20 points d'avance pour Nathalie Appéré face au même candidat Europe Écologie Les Verts. Sans doute cette avance sera moindre, mais la question sur ces villes, sur Rennes, sur Nantes, sur Lille, c'est est-ce que le coup de Grenoble, c'est-à-dire la surprise de Grenoble en 2014, où l'Europe Écologie Les Verts avait devancé le maire socialiste sortant, peut se reproduire? Sans doute pas à Rennes, sans doute pas à Nantes, mais une surprise est possible. En tout cas, c'est intéressant de voir comme ces villes restent, malgré le délitement de la gauche à l'échelle nationale, des villes marquées où la gauche est installée depuis maintenant 1977. Il y a eu le long bail d'Edmond Hervé à Rennes. Ces villes sont installées et restent fondamentalement de gauche. Allez, on va continuer notre tour de la campagne, Frédéric. On va prendre la direction de Poitiers, retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Baptiste Bise. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Baptiste, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République. Avant de faire un point sur des villes, un point sur les candidatures dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois du blues des maires et puis on a parlé de la difficulté de trouver des candidats dans les communes rurales. Au final, après le dépôt officiel des candidatures dans les préfectures, on constate que sur plus de 500 communes dans les deux départements du Poitou, les Deux-Sèvres et la Vienne, le problème ne se pose vraiment que dans 3 villages où personne ne s'est porté candidat. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que les électeurs n'auront bien souvent pas le choix. Dans le département de la Vienne, par exemple, on a fait le décompte dans le journal de mardi et il en ressort que l'élection elle est déjà jouée dans 2 communes sur 3. C'est-à-dire que les gens vont se déplacer pour aller voter pour une seule liste ou dans les communes de moins de 1000 habitants, il y a juste le nombre de candidats pour le nombre de sièges à pourvoir. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Allez, on va parler des 2 grandes villes du Poitou, Niort et Poitiers. On commence par Niort, Baptiste. Allons-y, effectivement, on ne peut pas parler des élections municipales dans le Poitou sans parler des campagnes des 2 plus grandes villes, Niort et Poitiers. Alors il y a des situations très différentes. À Niort, la préfecture des Deux-Sèvres, capitale des mutuelles tenue par la gauche depuis la Libération, le maire centriste sortant, élu en 2014 par archi-favori. Alors Jérôme Baloche, c'est son nom, bénéficie à la fois d'une bonne image personnelle et d'un bilan perçu positivement par les habitants. Il a aussi la chance d'avoir face à lui une gauche divisée qui présente 2 listes, une conduite par Jérémy Robineau qui est soutenu par la France Insoumise et le PCF et puis une autre de François Gibert qui a le soutien des Verts et du PS. Alors Jérôme Baloche, c'est l'homme qui avait fait du Macron avant Macron en 2014. Il avait rassemblé des personnalités de gauche, des personnalités de droite, du centre et il n'a pas de liste LR sur son chemin cette fois. LREM, la République En Marche, qui voulait au départ en découdre, sous l'impulsion en particulier du député de Niort, Guillaume Chiche, a fini par lui apporter son soutien. Et puis j'ajoute que le représentant du local du RN est un FN version canal historique, qui s'appelle Jean-Romé Charbonneau. Il est aussi candidat. Enfin, on voit pas trop ce qui peut arriver à Jérôme Baloche. Il est même pas du tout exclu qu'il soit pas réélu maire de Niort dès le premier tour dimanche soir. On suivra ça. On va aller à Poitiers. Poitiers, la situation est différente, Baptiste. Oui, alors Poitiers est aussi une ville de gauche, capitale de l'ancienne région Poitou-Charentes. Elle est tenue par le Parti socialiste depuis 43 ans, 1977. Mais la situation est différente parce que le maire sortant, candidat à un 3e mandat, il fait aussi figure de favori. Je dis que c'est différent parce que pour lui, c'est pas gagné d'avance. En tout cas, il part favori, c'est ce qu'indique le sondage IFOP que nous avons publié dans la Nouvelle République et Centre Presse il y a 10 jours, et qui donnait donc au maire sortant 11 points d'avance quand même sur le 2e derrière lui au premier tour. Il a la chance, lui aussi, d'avoir un alignement de planètes assez incroyable, avec une gauche divisée, 2 listes écologistes, 2 listes d'extrême gauche,
et puis une droite qui avance en ordre dispersé, avec une liste La République En Marche et une liste Les Républicains, et puis un candidat Rassemblement National fantôme complètement absent de la campagne. Alors, en fonction de la configuration du second tour, à 4, à 5, à 6 candidats, la donne peut toutefois réserver des surprises. La candidate écologiste, Europe Écologie Les Verts, qui est à la tête d'une liste citoyenne qui s'appelle Poitiers Collectif, Léonore Monconduit est une jeune femme avec une forte personnalité qui, au conseil régional, est coprésidente du groupe Europe Écologie et qui donne fort à faire au président socialiste Alain Rousset, dont elle est l'alliée. Mais elle est portée aussi par un contexte national qui est quand même favorable un peu partout, vous en parliez juste avant, aux listes Europe Écologie Les Verts. La candidature macroniste est portée par Anthony Brottier. Elle a été voulue, défendue, organisée par le député Sacha Houlié, qui voulait déboulonner le maire sortant. Mais finalement, ce n'est pas tant les macronistes qui inquiètent le maire sortant Alain Claes que cette candidature écologiste. Alors, à condition que Léonore Monconduit parvienne à s'entendre avec Christiane Fraisse et ses camarades de l'autre liste écologiste qui s'appelle Ozon Poitiers, qui elle est soutenue par la France Insoumise. Oui, c'est vrai. Alors, votre invité, juste avant, en parlait. De nombreux observateurs disaient que après les européennes, qu'un scénario à la Grenoble n'était pas du tout exclu à Poitiers. Ça reste une hypothèse envisageable, même s'il faut avouer qu'une défaite du maire socialiste sortant serait une énorme surprise. Merci beaucoup, merci Baptiste pour ce point dans les villes de la région Poitou. On va regarder vos deux unes. Baptiste, la une de la Nouvelle République, édition de la Vienne. Terrorisme, l'ancien du GIGN reste une victime. Et puis dans l'édition des Deux-Sèvres, c'est vote et coronavirus, opération main propre. Merci beaucoup J'en profite pour vous donner rendez-vous, si vous me permettez, mardi 17 mars entre 15h et 17h pour le débat d'entre-deux tours que nous organisons avec Sciences Po Poitiers en direct sur les sites La Nouvelle République et Centre Presse. Et le rendez-vous est pris. On espère que vous viendrez nous en parler mercredi. Merci Baptiste. Un mot sur ces deux villes, Niort et Poitiers, Frédéric. Deux petits mots. Niort, c'est une ville symbolique. Ça a été la ville symbole en 2014 de la déconfiture de la gauche, puisque la maire socialiste avait été battue dès le premier tour par Jérôme Baloge, qui a, comme l'a dit notre interlocuteur, a de grandes chances de passer très largement, peut-être même dès le premier tour. Poitiers, c'est extrêmement indécis. Ça rejoint ce qu'on disait sur la fracturation de l'offre électorale. Il y a 6 listes dans ce sondage IFOP fiducial pour la Nouvelle République du Centre-Ouest qui sont en situation d'être au second tour. Certes, le maire Alain Claes, qui en est à de très nombreux mandats, qui peut connaître une forme de dégagisme, arrive en tête, mais quand on regarde les configurations, d'une part, on ne sait pas ce qu'il y aura au second tour, triangulaire, quadrangulaire, et peut-être une sorte d'unité des listes concurrentes sur un TSC, tous sauf Claes, pourrait créer une surprise, même s'il est nettement en tête. Allez, on suivra ça. Avant de se quitter, Frédéric, on va regarder les unes de vos quotidiens régionaux ce matin avec Steve. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Frédéric Dabi. Et à la une de la presse ce matin, Steve, coronavirus et municipal. Allez voter à l'heure du Covid-19, titre La Voix du Nord, objectif des autorités, éviter l'abstention susceptible d'être provoquée par la peur de la contamination. Pour La Voix du Nord, les mesures annoncées par le gouvernement sont de nature à rassurer la population alors qu'un tout premier cas de Covid-19 a été constaté dans le Pas-de-Calais, Oriane. Et le Midi Libre aide les électeurs à faire leur choix en détaillant les mesures proposées par les candidats. Comparer les 50 mesures des candidats à Montpellier, c'est le titre du Midi Libre, édition spéciale sur 10 pages. Les programmes des 14 candidats à la mairie sont passés au crible. Qui est pour la construction d'un nouveau stade, qui est pour l'extension du territoire de la métropole. C'est donc à retrouver dans Midi Libre aujourd'hui, Oriane. Et à l'approche du scrutin, les esprits s'échauffent à Angers. Oui, le Courrier de l'Ouest qui se penche sur ce qu'il appelle un règlement de compte entre candidats. Hier, les 6 candidats à la mairie d'Angers ont débattu au centre de congrès de la ville. Le débat a viré au duel entre Sylvia Camara-Tombini, PS, et Christophe Béchu, maire d'Hiver Droite. Le Courrier de l'Ouest fait un long compte rendu de ce duel. Voilà, et c'est donc à lire. Merci Steve, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la revue de presse. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vos sondages sur Marseille sont à lire dans la Provence, édition d'hier, édition de ce matin. Merci Frédéric. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Pierre Persson, le délégué général adjoint de la République En Marche. Il est avec nous, mais avant cela, on va regarder nos modules pédagogiques sur les élections municipales réalisés par France 3 Nova, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Et le thème du jour, c'est le conseil municipal. On regarde. Ah oui, le conseil, mais ça me dit un truc. Ah mais c'est la salle dans Koh-Lanta juste avant la salle du trésor. Non ?
Et juste après qu'ils mangent des vers là sous terre. Non, c'est pas ça, non. Non. Le conseil municipal est une assemblée qui se réunit en général une fois par mois ou tout au moins une fois par trimestre pour adopter des délibérations qui régissent les affaires de la commune. C'est un peu comme un conseil de classe ou le conseil des ministres. Autour de la table, on retrouve donc les conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition. Vous savez là, ceux pour qui nous allons voter au municipal, eh ben c'est eux. Cette table est plus ou moins grande, puisque le nombre de conseillers dépend de la taille de la commune. En tout cas, ce sont eux qui représentent les habitants, et le grand gourou de la séance, eh bien c'est le maire. C'est lui qui fixe l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu du conseil municipal via une convocation. Celle-ci est d'ailleurs communiquée à tous les conseillers municipaux ainsi qu'aux habitants au moins 5 jours avant le jour J. Enfin, on vous l'envoie pas par courrier, c'est affiché à la mairie. C'est au cours de ce conseil municipal qu'on vote le budget, qu'on décide des travaux, des impôts locaux, et qu'on gère le patrimoine communal et toutes les décisions concernant la gestion communale. Alors si l'adrénaline des conseils de classe vous manque, eh bien sachez que vous pouvez même y assister. Et oui, sauf exception, le conseil municipal est ouvert au public. Alors si vous souhaitez voir en chair et en os les élus, n'hésitez pas à vous y rendre. En attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions aux adresses ci-dessous. Allez, ciao! Et notre invité politique ce matin, c'est Pierre Persson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député de Paris, délégué général adjoint de La République En Marche. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Oriane. Bonjour Patrice. On commence, Pierre Persson, avec le coronavirus. Nous sommes au tout début de l'épidémie. C'est ce qu'a dit hier le chef de l'État. Est-on vraiment prêt à y faire face ? En tout cas, on continue à s'y préparer. Vous l'avez dit, et le président de la République l'a redit, le ministre de la Santé l'a redit aussi sur différents plateaux. L'objectif, c'est de ralentir l'épidémie pour que nos services hospitaliers soient en capacité de traiter un maximum de cas. Qu'il n'y ait pas d'engorgement. Et donc, nous faisons toutes les mesures que nous mettons en œuvre pour ralentir la diffusion du virus sur le territoire français. Nous sommes aujourd'hui en stade 2. Peut-être que nous aurons un stade 3 dans plusieurs jours. En tout cas, pour l'instant, l'objectif, c'est de ralentir la diffusion de ce virus en évitant notamment, par exemple, les rassemblements massifs. Et on est dans un hôpital public en crise, sous tension, on le voit depuis plusieurs mois, la colère du personnel hospitalier. Est-ce qu'on ne va pas le payer face à cette crise, face à cette épidémie ? Déjà, rappeler que nous avons un service de santé qui est performant. Si aujourd'hui nous n'avons pas un pays en quarantaine, notamment comme l'Italie, c'est que nous avons un service hospitalier qui est efficace, qui est bien organisé, qui est bien structuré et qui peut faire face à la crise. Donc bien entendu, il faut répondre aux demandes des agents hospitaliers. La ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé ont commencé aussi à répondre à la crise. Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut des moyens supplémentaires encore pour les hôpitaux ? Mais de toute façon, il y aura des moyens supplémentaires dans cette crise, c'est certain, parce que c'est une crise qui est inédite, elle sera économique, elle sera aussi sociale, elle sera sanitaire, et donc il va falloir mettre toutes ces forces finalement dans cette bataille face au virus. Et plus de moyens pour l'hôpital ? Il y aura très certainement un accompagnement de l'hôpital, bien sûr. Est-ce qu'il faut suivre l'exemple de l'Italie et adopter des mesures plus strictes ? Non, je ne pense pas, en tout cas pas pour le moment. Pourquoi ? Parce que lorsque vous fermez les écoles, les praticiens, les agents hospitaliers, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants et donc vous avez des difficultés. Lorsque vous fermez les transports, ils ne peuvent pas se rendre notamment dans les hôpitaux, sur leur lieu de travail. Donc vous ne pouvez pas bloquer le pays. Nous ne sommes pas dans la même configuration, dans le même état notamment de développement du virus sur le territoire français et sur le territoire italien. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas choisi pour l'instant de mettre en quarantaine. Après, nous verrons en fonction du développement de la situation. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Nous sommes à un stade 2, donc il n'y aura pas de confinement. Alors ce qu'on observe aussi avec cette crise, c'est la grande hétérogénéité des mesures qui sont prises dans les différents pays européens. Est-ce qu'il n'y a pas un effort supplémentaire à faire, notamment sur la coordination à l'échelle européenne ? Je ne sais pas, tout du moins, je sais que ce qui se passe, c'est qu'il y a des échanges entre les différents États membres, entre les différents ministres de la Santé à l'échelle de l'Union européenne. Après, je le redis, chacun des pays a vu apparaître sur son territoire à des moments différents le développement du virus. Les systèmes hospitaliers ne sont pas les mêmes, les gestions de crise ne sont pas les mêmes, et donc on ne peut pas appliquer un modèle unique finalement à tous les États membres. L'Union européenne qui va débloquer des fonds, on parle de 25 milliards sur du moyen terme, 7,5 milliards qui devraient être déjà débloqués cette semaine. Vous le disiez, il va falloir mettre plus de moyens. Est-ce qu'il faut donner plus de souplesse aux États et faire une croix sur les règles budgétaires et la règle des 3%? On verra, c'est pas le moment, mais c'est certain que nous allons être confrontés à une
crise économique d'ampleur. Je ne sais pas si ce sera le même niveau que 2008, mais on le voit bien, le secteur tertiaire est très touché. Aujourd'hui, les restaurateurs, le secteur hôtelier est très impacté. On a aussi l'industrie qui risque d'être touchée avec les commandes d'avions, parce que vous avez des avions qui volent à vide et vous avez un carnet de commandes qui est plein. Le nord de l'Italie qui est complètement bloqué, et vous le savez, c'est en Italie aussi, dans le nord, qu'on produit notamment les automobiles. Donc vous allez avoir un impact qui va être important. Il faut y faire face. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des moyens qui seront déployés par les États membres et par l'Union européenne, et pas simplement d'un point de vue sanitaire. Donc pas que sur l'hôpital, il y aura des moyens pour aider les entreprises, il y aura des moyens pour quoi ? Parce qu'il va falloir de toute façon que nous accompagnions cette crise économique et cette crise sanitaire. Et les TPE et PME notamment, certaines qui sont très fragilisées par cette crise qui vient en plus, qui vient s'ajouter à l'effet des manifestations des Gilets jaunes. On le voit bien à Paris, notamment dans la restauration. Dans la restauration, certains commerçants, moi-même dans ma circonscription, j'ai beaucoup de remontées de commerçants qui étaient déjà dans de grandes difficultés. On avait accompagné le paiement de l'URSSAF, les assurances, etc. Il va falloir avoir des dispositifs spécifiques. Plusieurs ministres, notamment le ministre de l'économie, s'y attachent. Mais est-ce qu'on a les moyens de donner des moyens ? Est-ce que vous dites, tant pis pour la dette, tant pis pour les déficits, la priorité c'est la gestion de la crise ? La priorité, c'est toujours la gestion de la crise. Après, on verra ce qui est fait au niveau de l'Union européenne, mais bien entendu, notre priorité, c'est toujours la gestion de la crise. Plus que la gestion du déficit et de la dette en France. Bien sûr. Le déficit, les moyens financiers sont toujours des moyens pour accompagner des politiques. Là, aujourd'hui, dans une politique d'urgence, de crise, donc il faudra tout mettre en place. Alors, vous êtes député, il y a plusieurs cas de coronavirus à l'Assemblée nationale. Là, il y a une pause dans les travaux parlementaires pour cause de municipales. Est-ce qu'il faut envisager de ne pas reprendre la session la semaine du 23 comme c'est prévu ? Déjà, vous dire que nos institutions, elles fonctionnent. Vous avez notamment un ministre, le ministre de la Culture, qui a été touché, mais aujourd'hui il travaille, il va bien, il est en bonne santé. On met en œuvre finalement les mêmes dispositifs que lorsque dans le privé ou dans le public vous êtes impacté, vous êtes malade, on fait télétravail, etc. Après, pour la question de l'institution parlementaire de l'Assemblée nationale, il faudra voir, la décision sera prise au retour de la trêve parlementaire qui est en effet pas dû au virus, mais bien simplement aux élections municipales. On verra si nous sommes en capacité de reprendre, parce que, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est aussi le lieu où se croisent 577 députés qui reviennent de leur circonscription après avoir vu plein de personnes, plein de gens. C'est aussi pour ça que vous avez 5 personnes qui ont été touchées, 5 de mes collègues qui ont été touchés ces derniers temps. Et donc, il faudra voir si les dispositifs qui vont être mis en œuvre par l'institution permettent finalement le travail parlementaire. Mais justement, on voit que toutes les mesures de huis clos qui sont prises, notamment dans les rassemblements sportifs, elles sont prises jusqu'au mois d'avril. Est-ce qu'il ne faut pas dire d'ores et déjà, c'est risqué de reprendre une session ? Vous le disiez, des députés reviennent de plusieurs endroits de France. C'est risqué de reprendre le 23 mars. Déjà, d'une part, ce n'est pas à moi de dire. Je ne suis pas président de l'Assemblée, c'est à Richard Ferrand de prendre les initiatives. 2, je pense qu'il faut voir au cas par cas et en fonction du développement de la situation. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, à 2 semaines de la reprise, ce qu'il en sera dans 2 semaines. Quel pourrait être, selon vous, l'impact du coronavirus sur les municipales, sur ces élections ? Il faut tout faire et il faut dire à nos concitoyens de se mobiliser. Je voyais ces derniers jours un sondage notamment qui laissait envisager que 30% de nos concitoyens étaient tentés de ne pas aller voter faute du coronavirus. Rappelez que le Premier ministre, le ministère de l'Intérieur et les maires qui organisent aujourd'hui en France le scrutin municipal ont pris pleinement conscience à la fois de l'inquiétude mais aussi de l'enjeu. Et donc on a tout fait pour que dans les bureaux de vote, la promiscuité soit moindre, qu'il n'y ait pas de file d'attente, qu'il y ait des gels désinfectants, et pour rassurer aussi nos concitoyens. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus de risque d'attraper le coronavirus dans un bureau de vote que lorsque vous allez faire vos courses. Donc, c'est ça le message que vous faites passer ce matin. Il faut rappeler en effet que la participation c'est un enjeu à cette élection et qu'il faut tout faire. Et que vous avez à la fois le mécanisme des procurations qui a été facilité pour permettre notamment aux personnes qui ne veulent pas se déplacer de pouvoir voter et exprimer leur voix dans les urnes. Et puis venez avec votre propre stylo par exemple si vous n'avez pas envie de signer avec le stylo qui est proposé. Donc on va tout faire pour rassurer nos concitoyens, mais il faut que la participation soit au rendez-vous, sinon nous aurons un problème aussi avec la sincérité du scrutin. Pour vous, le scrutin ne sera pas sincère si la participation est moindre ? Si vous avez une participation qui est différentielle, oui, il y aura un sujet. On va parler des municipales. Voilà, pour rester sur ces municipales, tout le monde pense que les résultats pourraient être mauvais pour La République En Marche. Vous attendez à quels résultats et est-ce qu'il y a des villes que vous pensez toujours pouvoir emporter ? Il y a des villes que nous pourrons remporter.
Après, quelles sont vos villes cibles? Je peux pas On vous est dire, à 4 jours du scrutin aujourd'hui, oui, vous savoir. Vous en avez parlé avec Frédéric Dabi, notamment Strasbourg. La vraie question, c'est quel est notre objectif dans cette élection municipale? Le premier objectif, c'est d'implanter un jeune parti, qui est La République En Marche, sur les territoires. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important d'avoir des élus locaux. On n'avait pas d'élus locaux dans cette première partie du quinquennat, ça nous a aussi manqué pour conduire les politiques nationales du pays. Et donc, il va falloir que nous puissions avoir des relais sur le terrain, notamment dans les conseils municipaux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de renforcer le président de la République et de renforcer la majorité gouvernementale. Pourquoi? Parce que nous avons une pluralité de partis aujourd'hui qui composent à la fois le gouvernement et aussi la majorité parlementaire, qui mettent en œuvre les réformes. Et l'objectif, c'est d'avoir des maires sortants ou des nouveaux maires qui seront élus le soir du 22 mars, qui accompagnent la politique du président de la République et qui permettent de l'implanter sur les territoires. Donc c'est ces deux objectifs-là, et c'est simplement à l'aune de renforcement de la majorité et d'avoir des élus locaux que nous considérons, nous, jeunes partis La République En Marche, avoir réussi ces élections municipales. Mais déjà sur les candidats, avant de parler des résultats, est-ce que vous n'avez pas moins de candidats que vous ne l'espériez au départ? Et il y a quand même des zones blanches, entre guillemets, pour La République En Marche. Je crois qu'il y a un tiers des départements où vous n'arrivez à présenter aucun candidat. Est-ce que ce n'est pas l'illustration de votre difficulté à vous implanter localement? Déjà vous dire, parce que moi je me rassure aussi en me comparant. Quand je vois que le Parti Socialiste a 4 fois moins de candidats, que les Républicains en ont 2 fois moins, que nous avons autant de candidats que les Républicains, une formation politique qui a plusieurs dizaines d'années, j'ai pas de doute pour savoir que nous sommes au rendez-vous dans cette élection municipale et que nous avons tout fait pour présenter un maximum de candidats, et notamment dans des endroits où il n'y avait pas d'offre politique compatible avec ce que nous défendons en termes de valeurs. Donc, je suis plutôt à l'aise avec ce que nous avons. Nous avons 600 candidats investis et soutenus dans les villes de plus de 9000 habitants. C'est beaucoup. Nous avons donc ensuite des listes entières qui portent une volonté de transformation sur le territoire. Donc je suis très à l'aise avec ça. Nous avons été absolument transparents. Nous avons été le seul parti politique à diffuser intégralement nos candidatures et nos investitures. Il y a une volonté des autres partis politiques de faire l'impasse, notamment sur ces municipales. La France Insoumise n'a rien fait, mais elle sera là dimanche sur les plateaux pour vous dire que c'est l'échec du gouvernement et de la majorité. Pour autant, ils ont fait complètement abstraction de cette élection municipale. Est-ce que votre objectif d'avoir 10 000 élus locaux à l'issue de ces élections est toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que nous aurons 10 000 élus locaux, si ce n'est plus, en responsabilité, dans des villes à la fois de taille moyenne, des grandes villes, mais aussi des petites villes et des villages. Parce que, vous le savez, nous avons 36 000 communes environ en France. Et les élus locaux sont quasiment le service public de proximité dans ces petites communes. Le maire, c'est quasiment le seul agent public dans une commune de 300 âmes. Donc il faut que nous ayons des représentants. On en parlait il y a 6 mois, il y a parfois une forme d'inquiétude, de la capacité à renouveler aussi les visages, parfois un peu de crainte de ne pas avoir même de candidats dans les petites villes et dans les villages. Aujourd'hui, La République En Marche a fait son maximum, son possible pour avoir un maximum de candidats partout, pour aussi assurer cette forme de continuité. Est-ce que vous craignez de payer la politique nationale, que vos candidats sur le plan local ne payent la politique nationale du gouvernement? Il y a toujours un lien. Mais je pense que nous sommes dans une élection locale. Et si Frédéric Dabi était encore là sur ce plateau, il nous expliquerait qu'un cinquième, un peu moins de 20% en fait, de nos concitoyens iront voter au niveau local pour des questions nationales. Donc si moins de 20% de nos concitoyens viennent simplement dans une logique de vote sanction, c'est-à-dire que 80%, si ce n'est plus, de nos concitoyens viennent pour voter pour un projet local. Est-ce que vous n'allez pas payer le 49.3, la réforme des retraites? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Bien entendu que certains vont vouloir exprimer une volonté d'alternance, mais ça sera une volonté plus d'alternance d'un point de vue du projet municipal sur le terrain. Nos concitoyens, quand on va à leur rencontre sur le terrain, ils nous parlent plus des questions de propreté, de sécurité, de transition énergétique, de bien vivre dans leur ville. Ils ne nous parlent pas du 49.3 et des retraites lorsque vous leur présentez un programme sur la ville. Vos candidats ont des difficultés dans leurs réunions publiques, où ils sont souvent à alpaguer sur ces questions de réforme des retraites. Oui, mais c'est normal, c'est la démocratie. Vous savez, nous sommes un jeune parti au pouvoir et en plus de cela, habituellement, les partis au pouvoir ont des maires sortants. Nous n'avons pas de maires sortants.
dans cette élection. Et donc, nous avons cette double difficulté de ne pas avoir de maire sortant et ensuite de vouloir aussi conquérir des villes dans certains endroits ou alors de soutenir des maires qui font du bon travail sur le terrain. Nous avons cette double difficulté, mais nous avons toujours dit que ce rendez-vous, les élections municipales, nous l'aborderons avec humilité, modestie, parce que l'objectif, ce n'était pas faire du tout dégagiste, c'était finalement aussi de continuer la politique de transformation que nous avons initiée au niveau national. Alors, vous n'avez pas de maire sortant, mais vous avez des maires qui se sont ralliés, à commencer par Édouard Philippe. Édouard Philippe au Havre, élu au premier tour en 2014 sous l'étiquette UMP. Là, il est donné à un peu plus de 40% au premier tour. Il devra donc a priori passer par un second tour. Est-ce que vous ne dites pas que c'est mauvais signe quand même ? 40%, c'est un très bon score. C'est d'ailleurs le meilleur score d'un candidat, finalement, je crois, de la majorité sur une ville de cette importance. Il fait une bonne campagne. Bien entendu, il a cette double casquette qui fait qu'il y a des manifestations sur le terrain. Mais moi, j'ai toute confiance pour que le Premier ministre remporte une nouvelle fois le Havre. Allez, on va parler du débat à Paris. Paris, débat hier entre les candidats. Est-ce qu'Agnès Buzyn n'était pas, encore une fois, trop polie, trop effacée, trop hésitante dans ce débat ? Vous savez, la force d'Agnès Buzyn, c'est qu'elle est au-dessus un peu de tout ça. Elle est au-dessus du clivage droite-gauche, parfois de l'arrogance de certains candidats à l'élection municipale à Paris. Et donc, c'est la seule qui est en capacité, de mon point de vue, de rassembler les Parisiens. C'est pour ça que je pense que c'est une excellente candidate. On le voit sur le terrain. Elle crée une dynamique qui est nouvelle. Les gens viennent la voir, la sollicitent. Il y a un véritable engouement. Et je pense que cet engouement se traduira dans les urnes. Mais on ne le voit pas dans les sondages. Pour l'instant, elle plafonne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je veux dire, quand vous avez une candidate qui récupère une situation aussi difficile qu'Agnès Buzyn et à moins d'un mois, du scrutin, c'est bien, et qu'en plus elle est en pleine progression, c'est qu'elle prend 5 points dans les sondages, globalement, en moyenne, c'est bien qu'il y a une dynamique, il y a un effet Agnès Buzyn. Par rapport à Benjamin Griveaux. Par rapport à la situation que nous avons... Qui a été une erreur, Benjamin Griveaux ? Est-ce que ça a été une erreur de casting ? Non, ce n'est pas une erreur de casting. C'était notre candidat à l'époque, il était crédité de 14%. Je vois qu'aujourd'hui, Agnès Buzyn est à 19-20%. Je pense donc qu'il y a une progression. C'était une meilleure candidate. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui... avec la personnalité de Benjamin Griveaux ? Non, vous ne me ferez pas dire qu'il y a un problème avec la personnalité de Benjamin Griveaux. Nous avons 2 candidatures différentes. Je pense que Agnès Buzyn est en capacité de rassembler à la fois notre famille politique et aussi les Parisiens sur un projet qui est un projet d'alternance et un projet progressiste. Mais rassembler qui, Pierre Persson ? Agnès Buzyn, elle le dit, elle ne pourra pas gagner seule. Avec qui vous allez vous rassembler au second tour ? Personne ne peut gagner seul Paris. D'ailleurs, la question, c'est la question des alliances, mais ça ne peut pas intervenir avant le premier tour. Vous discutez quand même, on imagine. Est-ce que vous discutez avec Cédric Villani, par exemple ? Oui, parce que Cédric Villani fait partie de notre famille politique. Mais nous ne pouvons pas tout mélanger. Il en fait encore partie. Oui, je pense que Cédric Villani fait partie de notre famille politique. Il est toujours au groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il a été exclu du parti. Il porte toujours les mêmes valeurs que moi, notamment. Et donc, globalement, je pense qu'il fait partie de notre famille politique, bien entendu. Et donc, il faudra que nous travaillions après, à la fois entre les 2 tours, parce que là où il y a un candidat dissident, où il y a eu un peu d'achoppement, parfois même dans des logiques internes, je pense qu'il faudra rassembler tout ce beau monde et puis faire œuvre d'union, parce que l'objectif, c'est aussi de rassembler notre famille politique pour aider le président de la République. Et puis, à mon avis, Cédric Villani aura toujours une dynamique qui sera une dynamique majoritaire après les municipales. Et vous ne redoutez pas qu'il rejoigne Anne Hidalgo ? Mais je ne redoute rien de spécifique. Aujourd'hui, ce n'est pas la question et ce n'est pas ce que je vois de Cédric Villani. Sur Rachida Dati, vous dites, Agnès Buzyn l'a dit clairement, il n'y aura pas d'alliance d'appareil entre Rachida Dati et elle, mais il peut y avoir des discussions dans les arrondissements avec les candidats. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite quand même tout ça ? Déjà rappeler que c'est en effet une élection d'arrondissement. Après, moi je vous le dis, Rachida Dati, c'est les petites phrases. Rachida Dati, c'est le Paris tout bagnole. Rachida Dati, c'est le 0 HLM et 0 espace vert. C'est le projet politique de la droite il y a 20 ans. Donc je veux bien, c'est pas le progressisme pour moi. Donc je pense pas qu'il puisse y avoir d'alliance avec Rachida Dati, que ce soit au niveau parisien dans sa globalité, c'est-à-dire un accord global, ou d'accord par arrondissement. Ensuite, s'il y a des candidats, notamment issus de chez Rachida Dati, qui veulent venir rejoindre Agnès Buzyn, parce que Agnès Buzyn porte cette logique de transformation, notamment au 3e tour, il faudra rassembler. Donc on verra ce qui est possible. C'est-à-dire qu'aucun candidat de La République En Marche ne s'effacera derrière un candidat issu de chez Rachida Dati. C'est mon point de vue, parce que je pense qu'il y a une ligne rouge, ce sont nos valeurs, et nos valeurs, elles sont des valeurs progressistes, ce ne sont pas des valeurs
conservatrice. Et donc, il faut savoir aussi où nous sommes d'un point de vue politique. Et vous dites clairement que vos valeurs ne sont pas compatibles avec les valeurs portées par les candidats de Rachida Dati. Un mot plus généralement sur le Rassemblement national hors de Paris. Est-ce que si le Rassemblement national est en mesure de remporter une ville, les candidats de La République En Marche auront pour consigne de s'effacer ou de s'allier pour faire un front républicain? Absolument. Je pense que le front républicain a explosé en 1000 morceaux, notamment lorsque Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle, n'a pas voulu appeler à voter pour Emmanuel Macron. Donc on a un souci de ce point de vue-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout se vaut. Et le Front National est aujourd'hui banalisé dans l'offre politique. Nous pensons à La République En Marche qu'il faut faire œuvre de responsabilité. Non pas dire et ne pas parler aux électeurs du Front National, mais ne pas considérer que le Front National, c'est une offre républicaine. En tout cas, je ne le considère pas comme tel. Et donc, au deuxième tour, si nous sommes troisième, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en capacité de gagner face au Front National, sans aucune condition, et partout dans le pays, nous effacerons parce que nous ne pouvons pas être le marchepied du Front National dans n'importe quelle ville, que ce soit en France. Après la crise des Gilets jaunes, la difficile gestion du dossier des retraites, votre parti apparaît fragilisé avec des risques de tension. Est-ce que ce n'est pas l'unité du parti aujourd'hui qui est en question? Vous l'avez dit, le mot c'est l'unité. Et la division est toujours létale en politique. Elle l'est d'un point de vue électoral, mais elle l'est aussi lorsque vous êtes aux manettes, que vous êtes en train d'exercer le pouvoir pour transformer la France. Et donc, il faut que notre famille politique soit unie et qu'elle conserve cette forme d'unité après les municipales. Mais est-ce qu'elle peut encore la conserver? On a vu ce qui s'est passé derrière le 49-3. Est-ce que l'aile gauche n'est pas en train de faire scission? Vous savez, le 49-3, il y a eu des discussions, il y a eu des débats en interne. Ça a été tranché parce que d'un point de vue institutionnel et constitutionnel, ce pouvoir appartient au Premier ministre. Il fallait aussi accélérer sur la question des retraites. Moi, je considère que c'est toujours un outil qui est connoté. Et donc, même si constitutionnellement il existe, ça reste toujours un échec de l'utiliser. Or, cet échec, on le doit aussi parfois un peu aux manipulations de l'opposition, à cette volonté manifeste d'obstruction. Bon. Je ne pense pas que ce soit sur le 49-3 qui ait le plus de lignes de clivage. Aujourd'hui, nous avons une famille politique qui est composée de gens issus de la droite, de la gauche, qui sont retrouvés derrière Emmanuel Macron, notamment en 2017, pour porter un projet de transformation du paysage à la fois politique, mais aussi en faveur de l'intérêt général pour les Français. Et donc, mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de faire face à l'échec du en même temps, finalement? Non, je ne pense pas. Vous savez, c'est aussi notre richesse, le en même temps. D'avoir des gens de sensibilités différentes. On ne pense pas tous de la même façon, mais on est d'accord sur la majorité des sujets et on est surtout d'accord pour aider une seule chose, le président de la République, à transformer le pays. Et merci beaucoup. Merci à vous. Pierre Persson d'avoir été avec nous ce matin. Merci Patrice Moyon. Demain, à votre place, ce sera un député européen, Jean-Lin Lacapelle, membre du Rassemblement national. Merci beaucoup Pierre Persson. On passe tout de suite au club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, dans ce Club des municipales, on parlera de la campagne à Grenoble, la seule ville de plus de 100 000 habitants, dirigée par les écologistes. Un débat avait lieu hier entre les principaux candidats à la mairie. On en verra les meilleurs moments. Et puis, on fera un point sur la campagne à Toulouse et à Albi avec Éric Berger de la Dépêche du Midi et sur la campagne à Caen avec nos partenaires des Indés radios. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. On poursuit ce tour de France de la campagne municipale. Et vous allez voir que le Brexit a des conséquences sur le scrutin, car, le saviez-vous, tout citoyen européen peut se présenter aux élections municipales, mais plus les Anglais, pour cause de Brexit. Cécile Sixou et Audrey Vuettas se sont rendus à Saint-Colomb de Lauzun, c'est dans le Lot-et-Garonne, une commune où des Anglais élus et investis dans la vie locale vont devoir abandonner leur mandat. On regarde.
Ici, à Saint-Colomb-de-Lauzun, 15% de la population est britannique, ce qui représente 70 personnes environ. Jusqu'à présent, ils pouvaient voter ou se présenter aux élections municipales, mais le 15 mars prochain, ils ne pourront plus. On va aller voir comment ils le vivent. Bonjour Madeleine. Oh, bonjour. Vous avez un bed and breakfast ici, vous habitez ici depuis 12 ans et aux prochaines municipales, vous n'allez pas pouvoir voter alors que vous aviez voté en 2014. Comment est-ce que vous le vivez? Je suis un peu fâchée parce que je veux voter et je veux sentir que je suis une part de la commune. Je paye mes impôts, mais je ne peux pas dire qu'est-ce que je veux. Justement, ici, il y a des conseillers municipaux qui ne pourront pas se représenter. C'est important pour vous d'avoir des représentants britanniques au conseil municipal? Oui, parce que c'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui parle anglais et français. Et si nous avons un problème, il y a quelqu'un qui comprend. À Saint-Colomb-de-Lauzun, sur 15 conseillers municipaux, 2 sont britanniques et ne pourront pas se représenter dimanche. On va aller voir Connie, l'une d'entre elles. Hello. Hello. Okay. So the problem is that he's been treated in hospital and they've sent you a bill. And have you applied to put him on the Carpet Town? He's not on the Carpet Town at the minute. Bonjour Connie, vous aidiez Amy, une des habitantes du village qui a un problème avec sa carte vitale. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour aider les habitants britanniques ici? Je peux écouter, suggérer des solutions ou demander des avis des gens, le maire par exemple ou le secrétaire ici. Vous allez devoir abandonner votre mandat. Comment est-ce que vous le vivez? Mais je le vis très mal parce que ça a été plus ou moins ma vie pendant 6 ans. Et je vais me trouver un peu perdue. Si on me demande, je veux bien faire ça à titre bénévole et faire une permanence ici pour continuer le boulot que j'ai débuté il y a 6 ans. Bonjour Luc Bacoin. Bonjour, madame. On voit, monsieur le maire, tout est prêt en fait pour ces nouvelles élections, mais elles se feront cette année sans Connie. La mort dans l'âme, on n'aura pas Connie. Son apport a dépassé largement simplement le fait d'être interprète, puisqu'elle est parfaitement bilingue. Elle nous a aidés, elle a pu m'aider pour des questions administratives et autres, un mariage par exemple. Qu'est-ce que ça va changer ici pour la ville? 15% de la population ne seront pas représentés. Et ça, c'est très, très frustrant. Ça représente combien de personnes en moins sur les listes électorales? Alors finalement, ça représente exactement 52 personnes qui ne voteront pas dimanche 15 mars. 52 Britanniques privés de leur droit de vote en France, mais potentiellement aussi en Grande-Bretagne, car là-bas, au bout de 14 ans de vie à l'étranger, ils sont rayés des listes électorales. Et voilà pour ce reportage de Cécile Sixou et Audrey Vuettaz. Demain, dernière étape de notre Tour de France. Avant le premier tour, elles seront à Pau. On va débuter ce club. Bonjour Stéphane Robert, bonjour Mathilde Siro, bonjour Olivier Auguste et bonjour Steve. Bonjour. Un mot sur ce qu'on vient de voir, ce reportage et les conséquences finalement du Brexit sur ces élections municipales, notamment dans ces communes où on l'a vu, les Britanniques étaient très investis dans la vie locale. Oui, il y a toutes ces régions d'Aquitaine et d'Occitanie, là où ils sont très installés depuis 15-20 ans. Ils sont arrivés dans les années 90 et puis au début des années 2000, les Anglais sont installés là-bas parce que c'était pas très cher. Et puis ce sont beaucoup des retraités. Et parfois, ça représente 20, 25, 30% de la population de la commune. Ils se sont investis dans la vie de leur commune, ils sont présents dans les conseils municipaux. Je crois qu'il y a 800-900 Anglais qui sont... 757, précis. 757 conseillers municipaux. Élus dans les conseils municipaux, ils sont très, très, très investis et du coup, c'est assez localisé géographiquement parce qu'ils sont installés, c'est l'ancienne Guyenne, vous savez, c'est là où étaient les Anglais au temps de la guerre de 100 ans. C'était toute cette Aquitaine-là qui avait été conquise au temps où la roi de France et le roi d'Angleterre s'affrontaient. Et puis, donc, leur histoire, il y a une partie de leur histoire qui est là. Il y a encore beaucoup de châteaux en Dordogne, dans le Lot, tout ça, où ils sont très présents. Et ils se sont retrouvés un petit peu de leur âme ici, se sont beaucoup installés dans ces endroits-là. Et donc, ils font partie de la vie communale. Ça va être un vrai souci pour eux.
Et difficile aussi pour les maires de ces petites communes qui se retrouvent du coup en manque de candidats. Oui, c'est ça. Dans les petites communes, on sait qu'il y a parfois des difficultés à constituer des listes, des problèmes de personnel politique disponibles. Et donc, pour ces personnes qui sont investies dans des communes depuis de nombreuses années, certaines auraient souhaité qu'il puisse y avoir des dérogations ou en tout cas des processus qui puissent leur permettre de garder leur engagement pour leur ville. Olivier ? De façon un peu plus générale, ça nous montre aussi que voilà, les effets concrets du Brexit, ils sont seulement devant nous. On commence à les percevoir. On a eu quasiment 4 ans de négociations entre le moment du référendum en Angleterre et sa concrétisation, la sortie effective. Mais tous les sujets maintenant problématiques, un par un, ils vont arriver sur le tapis. On voit avec le problème de ces élus locaux, on va avoir très bientôt la question de la pêche qui est censée être résolue avant fin juin et qui est un problème considérable pour tous les pêcheurs de la côte normande, bretonne. Et puis voilà, ensuite il faudra passer aux négociations commerciales. Donc vraiment, on s'est dit le 31 janvier, ça y est, le Brexit c'est fait, c'est derrière nous. Non, en fait, les conséquences concrètes, elles commencent à partir de maintenant. Il faut bien voir qu'il y a 2 Brexit. Il y a le premier qui est le Brexit institutionnel qui est arrivé le 31 janvier. Le vrai économique, il va arriver fin décembre 2020. Et c'est là qu'on aura les vrais effets. Là, c'est les petits effets qu'on voit, puisque c'est les effets institutionnels. Mais effets quand même pour certaines communes. Allez, on va continuer notre tour de France de la campagne. On va aller à Grenoble, puisque un débat entre les 4 principaux candidats avait lieu hier. Débat en partenariat avec Télé Grenoble et Public Sénat. Grenoble, c'est la seule ville de plus de 100 000 habitants qui est détenue par les écologistes. Éric Piolle, le maire sortant, retrouve sur son chemin l'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon. On va regarder les meilleurs moments de ce débat avec Samia Dechir. Limiter la circulation à 30 km/h en centre-ville, c'est l'une des mesures phares du bilan d'Éric Piolle à Grenoble. Une décision qui divise. Tous les adversaires du maire sortant au municipal lui reprochent aujourd'hui une méthode brutale et inefficace. C'est un échec complet. Je veux dire que Atmo, l'organisme de contrôle de la pollution, indique que la pollution a augmenté pour des milliers de Grenoblois du fait des reports de circulation. Vous n'avez pas les mêmes chiffres? Non, parce qu'il faut regarder les rapports officiels de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, celui de décembre, qui évalue l'évolution entre 2013 et 2018 et qui montre une baisse massive sur le dioxyde d'azote, une baisse massive aussi sur les particules fines. Pour réduire la place des voitures, Éric Piolle a aussi créé des autoroutes cyclistes dans la ville. Le choix du tout vélo au détriment des piétons, lui reprochent ses adversaires. Une autoroute à vélo, quand bien même c'est pour les vélos, ça reste une autoroute avec ses 2 qualités intrinsèques, 1 de pouvoir accélérer et 2 d'être infranchissable. Ça crée du conflit d'usage et ça crée pour les personnes qui ont le plus de mal à se déplacer de l'inconfort. Seul concurrent d'Éric Piolle a approuvé les autoroutes à vélo. Son adversaire socialiste dénonce en revanche une politique cycliste réservée aux plus riches. Aujourd'hui, la pratique du vélo, c'est 3% des trajets domicile-travail. Dans les quartiers les plus populaires, c'est 30% au nord de la ville. Qu'est-ce qui a été fait pour l'appropriation du vélo par les plus précaires ? Trop peu. En 1h30 de débat, Éric Piolle a été attaqué de toutes parts sur son bilan, celui du premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants marquée par des mesures fortes qui divisent. Des débats agités sur la méthode, mais sur le fond, tous les candidats promettent aujourd'hui de réduire la place de la voiture. Voilà, pour les meilleurs moments de ce débat à Grenoble, pour être tout à fait équitable, on va regarder la liste des candidats à la mairie de Grenoble. Et on va parler de cette ville, Grenoble, Mathilde. Eh bien, c'est la seule ville de plus de 100 000 habitants détenue par les écologistes. C'est finalement le symbole des écologistes au pouvoir? Oui, c'est ça. Europe Écologie Les Verts, on a fait une espèce de laboratoire pour mettre en place l'écologie au niveau local, au niveau municipal. On voit que pour le maire Éric Piolle, c'est quand même difficile puisque son bilan est très contesté sur de multiples aspects. En fait, il fait un petit peu penser à ce qui se passe pour Anne Hidalgo à Paris qui a, elle aussi, essayé d'incarner l'engagement écologique, de mettre en place énormément de mesures sur ce plan-là, mais qui, en fait, pâtit d'un rejet de la population. Et c'est un petit peu le même phénomène qu'on observe à Grenoble. Donc, ça va être vraiment la difficulté pour le maire Éric Piolle. Ensuite, pour Europe Écologie Les Verts, qui espère faire de cette élection voilà, le symbole de la percée écologique en France, ils doivent absolument garder cette ville et en gagner d'autres. Et si on comprend bien ce que dit Mathilde, ça veut, finalement, les maires écolos,
ils pâtissent de mettre en place des mesures écologiques. C'est l'écologie, tout le monde en parle, mais quand ça doit s'appliquer concrètement dans le quotidien, c'est plus compliqué. Bon, on l'a entendu un petit peu dans les extraits des débats, c'est-à-dire que est-ce que tout le monde profite finalement des mesures qui sont mises en place? Et c'est aussi le débat qu'on entend par exemple à Paris sur mettre des pistes cyclables partout, c'est très bien, mais si moi, pour une raison X ou Y, que j'ai besoin de ma voiture, parce que je suis handicapé, parce que je suis artisan, comment on s'organise? Donc voilà, il y a l'écologie, quand on rentre dans le concret, et c'est souvent le cas sur beaucoup de thèmes de politique publique, les grandes idées, les grands principes, tout le monde est d'accord. Quand on rentre dans les mesures concrètes une par une, ça se complique. Et dans ce débat, Éric Piolle, il a fait face à Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble, soutenu par les Républicains, qui est de retour. Oui, qui sait faire de la politique, on a pu le voir. Après, bon, certes, il est contesté par une partie de la population, certes, il reste favori quand même, faut pas... Et en plus, il va bénéficier de cette poussée au sein de la population, au sein des électeurs, de cette préoccupation en faveur de l'environnement. Donc il y a un exercice du pouvoir depuis 6 ans qui est contesté, c'est vrai. Après, on verra au soir du premier tour. Il part quand même en position de favori, Éric Piolle. Et de nombreuses passes d'armes durant ce débat entre Alain Carignon et Éric Piolle. On va en regarder une, c'était sur la sécurité, sujet important à Grenoble comme dans de nombreuses villes. Éric Piolle qui se défend, qui ne veut pas généraliser la vidéosurveillance. Il explique pourquoi on regarde. L'heure de la police d'intervention. C'est le procureur de la République lui-même qui le disait. En 2012, lors du braquage de la bijouterie Place Notre-Dame, 9 minutes de fusillade sous les yeux des caméras. Nous avons des caméras à cet endroit-là. 9 minutes. Nous sommes à 400 mètres du commissariat. Il ne s'est rien passé. Donc même pour l'intervention, en fait, ça marche un petit peu pour l'élucidation. Non, à condition, mais si vous n'avez personne derrière qui peut intervenir, si on a un policier derrière chaque habitant, effectivement, les problèmes sont réglés. Voilà, Éric Piolle, Mathilde, qui est sur la ligne de beaucoup de maires de gauche, pas de généralisation de la vidéosurveillance et pas de police municipale armée. Oui, alors qu'on voit que dans ces élections municipales, alors on parle beaucoup d'écologie parce que c'est devenu une préoccupation assez forte des Français, mais que les thématiques aussi du quotidien, la sécurité, la propreté, sont très importantes. Donc, ça peut être pour des personnalités, des élus qui ont choisi de mettre des marqueurs autres que sur ces sujets-là, quelque part des faiblesses dans cette campagne. Olivier. Et qui lui apporte la contradiction là-dessus, c'est Alain Carignon. Et on voit bien que la droite, à l'occasion de ces municipales, essaye de réinstaurer ce clivage droite-gauche qu'Emmanuel Macron a voulu effacer, et notamment en attaquant sur ces questions de sécurité, dont on sait qu'elles sont un des points faibles du bilan de La République En Marche au niveau national. Et donc les candidats de droite, les candidats les Républicains, essayent d'insister là-dessus partout où ils le peuvent dans les municipalités. Stéphane, un dernier mot sur Grenoble et sur la question de la sécurité, qui effectivement est toujours la préoccupation numéro 1 des Français dans cette campagne. Parce qu'on a vu les chiffres il y a quelques semaines qui ont été publiés d'une insécurité grandissante. Donc, de fait, dans de nombreuses villes, il n'y a pas qu'à Grenoble, dans de nombreuses villes, c'est une préoccupation d'une part importante de la population. Et beaucoup de villes moyennes, on est sorti tout à fait au-delà du champ des grandes métropoles. Et donc il y aura un certain nombre de comptes qui sont demandés aux maires sortants. Bon, après, voilà, on verra au soir du premier tour. Les maires, il faut quand même qu'on s'attende à ce que les maires sortants bénéficient quand même pas de vague de dégagés. Prime. Voilà. Pour finir sur Grenoble, si jamais vous avez manqué ou vous voulez revoir ce débat, il est diffusé sur notre antenne ce matin à 11h, débat en partenariat avec Télé Grenoble et Public Sénat. Allez, on va poursuivre notre tour de France de la campagne comme tous les mercredis, direction Toulouse. On va retrouver Éric Berger. Bonjour Éric, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Éric, on va parler de villes ce matin et on va commencer par un point sur la campagne à Albi. C'est ça, dans notre édition du Tarn aujourd'hui, on s'intéresse au cas particulier d'Albi, qui est un cas intéressant dans l'ex-région Midi-Pyrénées. 5 listes sont en compétition et aujourd'hui on a un article sur la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil qui est élue depuis 2014 et qui donc se retrouve face notamment à une liste emmenée par une ancienne adjointe, une de ses anciennes adjointes qui est soutenue par LREM, et cette semaine
la maire sortante a été critiquée non seulement par son adversaire LREM, mais aussi par l'ancien maire d'Albi, le sénateur centriste Philippe Bonnecarrère, qui a apporté son soutien à son adversaire Muriel Roch-Étienne. La campagne se tend dans la toute dernière ligne droite à Albi. On suivra avec attention les résultats dans cette ville dimanche. Il faut savoir qu'il y a aussi 3 autres listes en course, 2 listes de gauche, une liste soutenue par le PS, le PC et le PRG, et une autre liste Europe Écologie, et enfin le Rassemblement national. C'est un des points chauds de notre région. Pour la campagne à Albi, un mot Eric sur les dernières informations de la campagne à Toulouse? Oui, nous avons 2 pages aujourd'hui dans notre édition Toulouse sur les municipales dans la capitale régionale, qui est perturbée comme ailleurs par le coronavirus. Donc tous les meetings ont été annulés. Et hier soir, 2 candidats de gauche ont contourné cette annulation de meeting en tenant des meetings numériques qui ont été en fait diffusés sur les réseaux sociaux avec un certain succès. Ils ont été suivis. C'est le cas de Pierre Cohen, l'ancien maire socialiste de Toulouse, et également de Nadia Pelfig, la candidate socialiste, qui hier était entourée de personnalités du PS régional, Carole Delga, la présidente du conseil régional, Martin Malvy, l'ancien président de la région, et puis Georges Méric, le président du conseil départemental de Haute-Garonne, pour un débat numérique qui a été assez suivi sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce point sur la campagne à Toulouse. On va regarder, on va dire un mot de votre une, Eric. La une qui est consacrée au coronavirus, les grands moyens. Voilà, on consacre 3 pages au sujet aujourd'hui, avec notamment un reportage à Quillan dans l'Aude où les écoles sont fermées à cause du virus. Et puis on a aussi un reportage en Italie mis en quarantaine d'un correspondant de la Dépêche. C'est notre gros sujet du jour, comme certainement dans les prochains jours. Et merci beaucoup, merci Éric Berger d'avoir été avec nous. On a donc vu la une de la Dépêche, coronavirus, les grands moyens. Merci Éric et on vous retrouve lundi matin, vous aussi, pour une émission spéciale sur les résultats de ce premier tour. On va maintenant regarder ensemble les dernières infos de cette campagne avec vous, Steve. Et Steve, on commence avec ce nouveau débat à Paris, le dernier avant l'heure de vérité. Dernier débat avant le premier tour de dimanche. Alors c'est le deuxième, le second en moins d'une semaine. Le premier était tellement bien que le peuple de Paris en redemandait un autre et vite. Il faut le dire, Oriane, on était un peu resté sur notre faim mercredi dernier avec un débat qui était un peu long et qui manquait sérieusement de souffle. Alors le dernier sondage publié avant le débat diffusé hier sur France Info indiquait une Anne Hidalgo qui remonte dans les intentions de vote, 26% selon Ipsos Sopra Steria contre 23% pour Rachida Dati et 19% pour Agnès Buzyn. Hier, tous les regards étaient à nouveau tournés vers ce trio de tête. Les enjeux étaient clairs. Est-ce qu'Agnès Buzyn allait enfin tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'Anne Hidalgo et Rachida Dati allaient à nouveau s'en prendre frontalement à l'ancienne ministre de la Santé pour conforter leur avance dans les sondages? Mais surtout, Oriane, on attendait du fond et encore du fond, chose qu'on avait très, très peu vue un mercredi dernier. Et alors, est-ce qu'on en a eu hier du fond? 2h30 de débat, 3 thèmes, vivre à Paris, l'espace public parisien, et 3e partie, votre Paris demain. Des thèmes très larges qui laissaient à première vue de l'espace, de la liberté aux candidats. Pas de nouvelles annonces, les programmes sont déjà connus. On retiendra cette question d'Anne Hidalgo à Rachida Dati. Connaissez-vous le revenu moyen d'un ménage parisien avec 2 enfants? Réponse floue de l'ancienne ministre de la Justice. Tacle appuyé d'Anne Hidalgo en réponse. Écoutez. Puisque vous ne le connaissez pas, ce qui vous fait dire qu'il y a je suis pas votre des élève, gens... Non, sûrement pas. Je pense que les le Parisiens, revenu moyen... Votre bilan, ils le connaissent. Voilà, mais ce qui a électrisé les discussions, c'est la question des alliances au second tour. Agnès Buzyn avait estimé dans le journal du dimanche que Rachida Dati n'était, je cite, pas un sujet. Écoutez la réponse de Rachida Dati hier soir. Quel mépris pour ceux pour lesquels on porte leur espoir, on porte leur espérance. Moi, je vais vous dire, on n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d'immunité. D'autant que vous êtes tous bleus.
Voilà, le scrutin parisien se joue en 3 tours, mais après ce passage, il va bien falloir expliquer aux électeurs comment on justifie d'éventuelles alliances, Oriane. Et on reste à Paris, et c'est Édouard Philippe qui mouille la chemise pour Agnès Buzyn, quelques heures avant le débat d'hier soir. Déplacement du Premier ministre, hier dans le 17e arrondissement de la capitale. Édouard Philippe qui est venu déjeuner dans un bistrot avec Agnès Buzyn. Le Premier ministre a ensuite répondu à quelques questions des journalistes. Il a décrit ce déplacement comme un geste d'amitié et de soutien. Écoutez. J'ai voulu profiter de la pause déjeuner pour retrouver Agnès Buzyn et pour lui adresser un geste d'amitié et de soutien à l'occasion de sa campagne municipale. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que partout sur le territoire, les candidats La République En Marche essayent un peu de masquer le soutien du parti présidentiel. Ici, Agnès Buzyn semble le revendiquer. Vous comprenez cette stratégie, bonne, mauvaise ? Elle se limite à l'heure de la pause déjeuner, visiblement. Oui, on voit bien que Agnès Buzyn, on sait dans quelles conditions elle a repris cette campagne un petit peu au pied levé. Donc je crois que pour elle, tous les soutiens sont bons. Et on sait par ailleurs que l'image d'Édouard Philippe dans la plupart des sondages est plutôt moins dégradée que celle d'Emmanuel Macron. Il y a une volonté, depuis le départ, il y a une volonté de nationaliser ce scrutin parisien. Paris, c'est pas Paris, c'est la France, entre guillemets. Non, mais c'est un petit peu ça. Il faut se rappeler les scores qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 et aux européennes. C'est très élevé. Donc en nationalisant le scrutin, c'est Macron qui monte en première ligne. C'est l'exécutif qui monte en première ligne, c'est Macron. C'est pour contre Macron. Et ça vaut à Paris. Ça vaut pas ailleurs. Ça vaut à Paris. Oui, surtout qu'il y a énormément de membres du gouvernement qui se sont investis dans cette campagne. Il y a Marlène Schiappa qui est candidate dans le 14e, Agnès Pannier-Runacher dans le 16e, et Édouard Philippe avait déjà fait cette démonstration de soutien quand, à l'époque, c'était encore Benjamin Griveaux qui était candidat, juste avant les fêtes de Noël. Donc c'est vrai que tout le gouvernement essaye de jeter toutes ses forces dans cette bataille parisienne, parce que ce serait un symbole pour La République En Marche, quand on sait que sur le territoire, dans les autres villes, c'est très compliqué pour le parti. Mais est-ce que c'est gagnable Paris pour La République En Marche ? C'est très compliqué de faire des pronostics. Je m'en garderai bien ce matin, étant donné la complexité du scrutin, les alliances qui sont encore très incertaines, qui sont en train de se jouer, de se négocier en ce moment. Ça dépend de ce premier tour, de qui est en tête, est en position de force. On sait que Anne Hidalgo a plutôt naturellement des réserves de voix du côté des écologistes. La question, effectivement, c'est est-ce que Rachida Dati et Agnès Buzyn vont réussir dans un certain nombre d'arrondissements à s'entendre pour faire ce fameux front anti-Hidalgo et essayer de déstabiliser la mer, mais ça paraît quand même compliqué. Ou est-ce que des personnes qui aujourd'hui sont derrière Rachida Dati ou derrière Agnès Buzyn vont pouvoir s'entendre avec l'autre camp sans passer forcément par la tête de liste, hein. Oui, parce que ça a l'air compliqué. On entendait Pierre Persson sur ce plateau il y a quelques minutes dire que finalement il n'y avait pas les mêmes valeurs entre les Républicains et La République En Marche. Oui, c'est toute la complexité de ce scrutin par arrondissement ou par secteur qui fait qu'effectivement il n'est pas impossible que... Et tout dépendra évidemment des scores et des rapports de force, mais que dans certains arrondissements, la tête de liste ne suive pas exactement la consigne qu'aurait souhaité le ou la candidate à la mairie de Paris. Donc il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Je crois que Mathilde, vous avez bien raison de ne pas vous mouiller et de ne pas vous hasarder à des pronostics. Il faut quand même voir qu'avec ces deux débats, on nous peint un tableau de Paris qui n'est pas la réalité. On nous peint un tableau de Paris avec des candidats qui sont candidats à la mairie de Paris. Mais le tableau de Paris, c'est par arrondissement qui se peint. C'est 17 petits tableaux. Mais voilà, ce qu'il faudrait regarder véritablement, c'est chaque arrondissement. Dati, elle va être très présente dans l'ouest, mais à l'est, elle va être très peu présente. Quand voulez-vous imaginer être maire de Paris dans ces conditions? Ça va être compliqué pour Dati, même si elle est en bonne position, parce qu'il y a toute une partie des arrondissements qui vont lui manquer. De la même façon, la gauche sera beaucoup moins présente dans les arrondissements de l'autre côté de l'Ouest. Donc voilà, ça reste un scrutin incertain pour vous. Il faut voir, il y a 17 arrondissements, il y a 17 circonscriptions, il faut voir chaque circonscription, et ensuite, qui sera en position de force, là où vont pouvoir se nouer certaines alliances ou pas, et puis déjà, ce sera très compliqué à lire entre les deux tours, ce sera peut-être très compliqué à lire au lendemain du second tour. Alors, avant le premier tour, non, mais faut du coup, vous reviendrez nous en parler.
On va continuer, puisque vous le disiez, hein, Stéphane, la France, c'est pas Paris. On va faire le tour des autres infos de la campagne. Steve, on commence par le coronavirus, qui fait pleinement partie désormais de cette campagne des municipales et des nouvelles consignes délivrées hier par le ministère de l'Intérieur. Une circulaire de Christophe Castaner a été adressée aux maires. Les détails ont été publiés par nos confrères du Monde. L'objectif du dispositif mis en place est de limiter les risques de contamination. Alors en vrac, le ministère de l'Intérieur recommande aux électeurs d'apporter leur propre stylo pour émarger. Il ne recommande pas le port du masque, sauf bien sûr pour les personnes malades. Il faut, dans la mesure du possible, se laver les mains avant et après le vote. Et puis enfin, il est demandé au président de bureau de faire respecter les seuils de rassemblement, pas plus de 1000 personnes au même moment, au même endroit. C'est quand même rare dans un bureau de vote. C'est un peu facile à respecter. Allez, l'extrême droite qui a organisé hier un meeting dans la ville de naissance de Louis XIV. À Saint-Germain-en-Laye, les sondages donnent le maire sortant d'hiver droite Arnaud Péricard en tête des intentions de vote, mais l'extrême droite entend peser sur cette élection. Le candidat Christophe Benz est délégué général du parti chrétien-démocrate. Il est à la tête d'une coalition PCD Rassemblement National. Christophe Benz organisait hier une réunion publique. Il recevait Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, ainsi que l'eurodéputé RN Nicolas Bay. On va les voir, les trois sur scène. Comme promis aux sympathisants, la réunion publique s'est terminée par un apéro convivial, Oriane. Et voilà, et on voit cette image. On termine sur un plagiat. Oui, ce que le FC Rennes dénonce comme un plagiat. Le club de foot n'a pas apprécié que la candidate Carole Gandon reprenne à son compte les codes graphiques historiques du FC Rennes pour son clip de campagne. Carole Gandon, c'est la candidate de La République En Marche. Après un communiqué du club, la vidéo en question a immédiatement été retirée des réseaux sociaux. Selon l'équipe de la candidate, il s'agissait d'une version définitive, d'une version non définitive qui aurait fuité. Voilà, c'est le problème des chutes. Ça. Un mot peut-être, sauf si vous voulez réagir sur elle, mais sur le coronavirus. Mathilde, est-ce qu'il y a une inquiétude dans l'exécutif sur l'impact du coronavirus sur ce scrutin? Comment il s'organise? Déjà, ils s'organisent, ils s'adaptent dans leurs réunions, les différents contacts qu'ils peuvent avoir au quotidien pour éviter d'être contaminés ou d'être en présence de personnes contaminées. Ensuite, pour la question vraiment de l'élection municipale, l'inconnu, ça va être la participation et quelle sera l'influence de ce virus, les conséquences négatives de ce virus sur la participation. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les enquêtes montrent que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les personnes âgées et donc celles qui sont les plus exposées au virus qui seraient tentées de s'abstenir, mais plutôt les jeunes qui, c'est vrai, peuvent être plus informés et davantage sur les réseaux sociaux et donc peut-être plus inquiets d'être dans un bureau de vote et d'être peut-être infectés par ce virus. Allez, on va faire un dernier tour en région. On va aller à Caen, retrouver nos partenaires des Indés Radio. Bonjour Célia Karadec. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste à Tendance Ouest. Et vous allez nous parler de la ville de Caen, des municipales dans cette ville où le maire sortant brigue un second mandat et il apparaît comme le favori, c'est ça ? Oui, d'abord parce que tout comme tout sortant, Joël Bruno, 57 ans, met en valeur son bilan pour ne retenir que 2 mesures, un tramway neuf inauguré en juin dernier, puis 5500 emplois créés en 5 ans à Caen, entre autres. Et puis parce que le maire actuel correspond bien au caractère violemment modéré d'un autre Normand, Tocqueville, encarté chez les Républicains, mais plutôt avare de grandes déclarations sur la politique nationale. Alors Joël Bruno repart avec ses alliés centristes de l'entre-deux tours de 2014, UDI et Modem notamment. Et ce qui fait beaucoup causé ici, eh bien, c'est la présence sur sa liste de membres de Nous sommes Caen. C'est une association proche de La République En Marche, en pleine bataille contre la réforme des retraites. Cela pourrait coûter quelques points à Joël Bruno, même si, rappelons qu'un sondage commandé par son parti cet été le donnait en tête, peu importe le scénario, avec ou sans majorité présidentielle contre lui. Et sauf que la gauche, face à lui, est divisée. Oui, les discussions lancées en juin dernier n'ont pas permis de parvenir à un accord. Il faut dire que les écologistes emmenés par Rudy L'Orphelin veulent tenter leur chance et surfer sur la vague verte. C'était la deuxième force politique à Caen aux élections européennes, derrière La République En Marche. Rudy L'Orphelin qui est parvenu à convaincre le Parti communiste de se ranger derrière lui, mais pas Gilles d'Eterville, c'est le patron du PS dans le Calvados, qui lui fait campagne autour notamment des transports en commun gratuits, avec à ses côtés le mouvement Génération. Point commun de ces deux adversaires, ils
étaient tous les deux membres de la même majorité. De 2008 à 2014, c'était pendant le mandat de Philippe Duron. Ils devraient vraisemblablement donc faire alliance au second tour. Gilles d'Eterville, d'ailleurs, ne s'en cachait même pas avant les premiers débats de cette campagne. Et à gauche, rajoutez à cela une liste soutenue par la France Insoumise, celle de Philippe Velten, une liste citoyenne, c'est un peu la mode, de gauche et écologiste, emmenée par Aurélien Guidy, celle de Pierre Kassevitz à Lutte ouvrière. Il n'y a qu'une seule femme tête de liste à Caen, c'est Isabelle Gilbert pour le Rassemblement national. C'est une néo-canaise, mais elle avait été élue conseillère régionale en Haute-Normandie il y a 5 ans et elle espère presque doubler le score du parti de Marine Le Pen par rapport à 2014 et passer à 12-13% des voix, surtout faire son entrée au conseil municipal de Caen. Et un mot sur l'ambiance de campagne, Célia, puisque à Caen, la fin de campagne a tourné au vinaigre. Oui, dimanche 1er mars, comme partout en France, rassemblement spontané contre l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, avec dans le cortège les candidats de la gauche, sauf qu'en marge de la manifestation, la permanence du maire sortant est prise pour cible par des individus cagoulés. Joël Bruno n'a pas digéré, au point même d'accuser à demi-mot ses adversaires de ne pas tenir leurs troupes et de dénoncer, je cite, les partis de gauche traditionnels gangrénés par l'extrême gauche. Bonne ambiance. Les communiqués produits par ses adversaires pour condamner le saccage n'ont pas suffi au maire sortant qui a tout bonnement refusé de débattre face à eux après cet épisode. Alors bonne ou mauvaise stratégie, mais on le verra dimanche. Et merci beaucoup. Merci Célia pour ce point très complet sur la campagne à Caen. Célia, journaliste à Tendance Ouest de nos partenaires des Indes Radio. Merci d'avoir été avec nous. Un mot là-dessus, Olivier ? Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir les points communs entre Caen et Toulouse, où on était tout à l'heure, et qui sont assez symptomatiques de ce qui se passe dans pas mal d'endroits. D'abord, l'absence de liste En Marche en tant que telle. On a des candidats En Marche qui sont placés derrière, ralliés à des maires LR sortants. C'est un signe de faiblesse pour la majorité. On sait qu'ils ont du mal à s'implanter localement dans les territoires. Face à ces maires sortants LR, une gauche divisée, 5 listes de gauche à Caen, 3 à Toulouse. Des Verts qui semblent sur le point de croquer le Parti socialiste ou ce qu'il en reste. Et puis des Verts qui, dans les deux cas, à Toulouse comme à Caen, penchent clairement à gauche. On a vu qu'à Caen, ils sont alliés avec le Parti communiste. À Toulouse, ils sont alliés avec les Insoumis. Donc c'est dans les deux cas plutôt des stratégies à la Piolle façon Grenoble, plutôt qu'à la Béliard comme à Paris, où les Verts essayent un peu de gommer leur étiquette de gauche, de dire non, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être dans un des camps à gauche ou à droite, c'est de porter l'écologie et de trouver des alliés un peu d'où qu'ils viennent autour de ça. C'est aussi la stratégie d'Yannick Jadot au niveau national et qui a été la sienne au niveau européen et qui lui a plutôt réussi. Donc ça sera intéressant de voir laquelle de ces deux stratégies pour les Verts s'avère le plus payant. Allez, Mathilde, un petit mot rapide. Dans les deux cas, à Toulouse comme à Caen, si effectivement c'est le maire en place qui est reconduit, on aura d'un côté les Républicains qui diront c'est une victoire pour notre parti, et de l'autre côté la République en marche qui dira c'est la victoire de la majorité présidentielle. Donc voilà, ça nous promet une belle soirée électorale. Exactement. Allez, avant de se quitter, on va regarder les unes de vos quotidiens régionaux ce matin avec Steve. Et Steve, ce matin, la une de la presse, coronavirus et municipal. Le virus au cœur des élections, titre Paris-Normandie, gros plan sur la ville du Havre qui prend des précautions pour le scrutin de dimanche. La mairie veut rassurer les électeurs au Havre. Comme pour chaque scrutin depuis 2005, le vote sera électronique. Les machines seront nettoyées régulièrement. Des gants en plastique jetables sont mis à disposition des électeurs. Oriane. Et la Nouvelle République des Pyrénées qui s'intéresse aux procurations dans ce contexte de crise. Pas de fièvre sur les procurations, nous dit la Nouvelle République des Pyrénées, alors que l'épidémie guette et risque de dissuader certains électeurs de se déplacer. Le nombre de procurations peine à progresser. Écologie et municipal, le papier a encore la cote. Le papier pèse encore très lourd, titre le journal de Saône-et-Loire. Tracts, programmes, affiches, le papier est partout dans cette élection. Les imprimeurs ont encore de beaux jours devant eux, selon le journal de Saône-et-Loire. Et on termine avec l'Union qui dresse les enjeux du scrutin à 4 jours maintenant du premier tour. Quelles sont les forces en présence dans la région Grand Est? Peu de surprises à attendre pour ces élections, nous dit l'Union. Mais le journal passe au crible les enjeux du premier tour. Et puis, comme beaucoup de canards ce matin, l'Union se demande si la crise du coronavirus aura ou non un impact sur le taux de participation, Oriane. Et merci beaucoup Steve. Et le coronavirus qui est également la une de vos journaux. On va regarder la une du Figaro. Mathilde, coronavirus, la Chine croit à une sortie de crise.
Oui, et d'ailleurs le coronavirus aussi dans les pages politiques, puisque et notamment votre papier. Anne Hidalgo qui nous livre une interview et qui parle justement de la gestion du coronavirus à Paris. Et votre papier, l'Élysée et Matignon s'organisent face à la menace épidémique. À lire ce matin dans Le Figaro, à la une de l'opinion, coronavirus également. Olivier, que peut-on apprendre de l'Italie? Oui, notre correspondant à Rome nous dit ce que je lis en ce moment dans la presse française, c'est un peu ce que je lisais dans la presse italienne il y a 2-3 semaines. Et donc on essaye de se demander effectivement si la tournure que prend l'épidémie et évidemment les moyens qui sont employés et qui sont des grands moyens employés en Italie peuvent être un jour déclinés et si les conséquences de l'épidémie peuvent être aussi fortes. On s'intéresse au système sanitaire des deux côtés. Il y a quand même des différences, notamment la structure démographique de la population. La population italienne est la plus âgée d'Europe, ce qui peut en partie expliquer le nombre élevé de victimes du côté de l'Italie. Et avec un très joli dessin, une qui a beaucoup plu en régie, elle est une de l'opinion. Avant de se quitter, un mot, puisqu'on parlait du débat Grenoble tout à l'heure, pour signaler la sortie de ce magazine. Ça s'appelle le MAP, Magazine Alpin Politique, qui est donc sorti avec notamment dedans une interview du sénateur André Valigny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Jean-Lin Lacapelle, le député européen, membre du Rassemblement national. Très bonne journée, à demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.